Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'intervenir sur un milieu naturel. Donc vous aurez la présentation vraiment des contraintes et des conditions, de la contextualisation du site cet après-midi. Ce matin on va vraiment travailler sur site et ensuite pour l'explication. Il va falloir faire l'inverse parce que c'est plus intéressant comme ça. Pour vous présenter un petit peu les intervenants, donc Fédération Eau de Claire de Limoux, qui la connaissent, d'autres non, mais la connaissent. Donc Bruno Leroux, je vais se présenter après. Daniel Vizcaino, vous le connaîtrez aussi dans la formation. Daniel Guérino, vous le connaîtrez également. Et Xavier Léane, ouais, chargé fun. D'accord. Voilà, donc vous avez un panel de spécialistes là devant vous, donc relativement intéressant. Donc Bruno va vous présenter les consignes du chantier, les objectifs du chantier. Surtout on fera après des groupes de 5 et on vous répartira sur les différents postes. Et ensuite on tournera de façon à ce que vous voyez un petit peu les différents postes et les différentes actions. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est une journée qui peut être riche pour vous, très riche. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Bruno Leroux, je suis le directeur de la Fédération Claire. En fait on reviendra sur les mesures, pourquoi on fait des choses comme ça ici. On reviendra ça en début d'après-midi là, puisqu'il y aura une personne de BRL qui va nous rejoindre. Donc BRL, la compagnie du baron de Languedoc, qui va nous rejoindre. Et donc on vous expliquera beaucoup plus en début d'après-midi. Il y aura aussi la bergère qui devrait nous rejoindre en début d'après-midi, ainsi que l'adjointe au maire de la mairie de Fleury, puisqu'on est sur du communal là ici. Et donc on vous expliquera un peu plus les tenants et aboutissants et pourquoi on fait ces mesures compensatoires ici. Voilà. Donc comme l'a dit Richard, on va se répartir en équipes. Donc il y a un certain nombre d'équipes qui vont faire ce qu'on appelle des... ça Xavier pourra vous l'expliquer, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va faire des placettes. La problématique qu'on a ici, beaucoup, c'est la problématique du chêne kermès. Donc pour votre information, là, au mois de mars, je crois, toute la zone a été girobroyée. Et après, il y a la bergère qui est passée avec les brebis. Donc en gros au mois d'avril, c'était tout propre. Et vous voyez un peu l'état du site, à quelle vitesse repousse le chêne kermès. Donc voilà, donc on va essayer de faire des placettes. On vous expliquera exactement pourquoi on veut essayer de contenir un peu le chêne kermès sur ces placettes et pourquoi on essaye d'utiliser une méthode un peu qu'on teste là. Ensuite, il y a d'autres équipes qui vont aller sur les abris à reptiles. Alors vous voyez les tas de cailloux que vous voyez là, en fait c'est censé être des abris à reptiles. Le problème c'est que nous, quand on a récupéré ce dossier de mesures compensatoires, tout de suite dès qu'on les a vus, on s'est dit mais c'est une connerie, ça c'est pas du tout des abris à reptiles. On en a repris deux, celui-là et celui qui est là-bas, en faisant un abri profond à l'intérieur. Donc là, la reprise des abris, ça va être un peu plus loin. Et en fait, il n'est pas question de faire sur cela des abris profonds, mais plus d'essayer d'arranger les tas de cailloux pour faire en sorte qu'il y ait des caches pour les reptiles et qu'ils puissent venir se mettre dedans. Parce que là, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un tas de cailloux et après, ils ont bainé de la terre par-dessus. Au premier orage, la terre elle était dans les cailloux et tous les trous étaient bouchés, donc ça ne sert plus à rien. Donc l'idée, c'est d'en reprendre au moins deux, plus si affinité. Donc voilà, et puis ensuite, on a aussi une équipe qui va être sur les panneaux. Là, on a 2 panneaux à poser de sensibilisation, alors vous pourrez les regarder après, une fois qu'ils sont posés. Donc c'est un panneau sur le lézard ocellé, le deuxième panneau c'est expliquer le pourquoi des mesures compensatoires et donc pourquoi c'est fait ici, etc. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à venir me parler ou à parler à un de nous, il n'y a pas de problème. Donc pour repréciser, Daniel Vizcaino est notre grand spécialiste géologie et aussi papillons, mais pas que, orchidées, enfin bref, pas mal de choses. Daniel Guérino est plutôt notre spécialiste reptile. Voilà. Et Xavier, donc aussi notre chargé de mission faune, donc avec des compétences dans pas mal de domaines. Mais pas dans les compétences de faire partir les moustiques. Voilà. Donc
Franchement, le but c'est de les crever, hein. Le but c'est de les crever. Moi, c'est pas là, pareil. Quand tu coupes pas le gâteau. Non. Ah, Rémi, t'as cru que c'était ta guette? C'est pour ça, parce qu'elle avait l'air super embêtée. En fait, on les pèle. Ouais, c'est ça. Après, des carottes. C'est bon, moi aussi j'en ai coupé un. Ah putain. Attends, je me suis un petit peu du sponge. Ok, je fais ça. Oh, dégagez les moustiques là. Ouais, ça a marché, j'aurais pu aussi faire. Ouais, il me semble. Vas-y. En fait, là, c'est de la poudre, le caillou. Non, il y a du fruit, il y en a. Ah, il y en a. Du lot, hein, pas le nôtre. C'est pour ça que ça les fatigues, c'est normal. Février. Donc on a défavorabilisé à Rotor pour enlever tous les murets, les marchés, tout ça, tout ce qui est potassium qui est par ici. On évite la période pour les oiseaux. Les arbres qui sont abattus, Ça le caloret là. Quand on fait des travaux, c'est sûr qu'il y a des conséquences des travaux. Mais ça peut être, même les travaux peuvent être pour la faune plus bénéfiques si les choses sont bien faites et qu'on fait les choses avec un certain respect. Mais bon, c'est des abris qui ne sont pas d'une grande efficacité, la partie extérieure, parce que ça n'a pas été étudié pour que les animaux puissent bénéficier de passage. Donc ici, on a nettoyé aux animaux de pouvoir rejoindre ces abris profonds. Et dessus, vous pouvez remarquer, on a mis des lauses, des ardoises. Là, ça c'est la partie la plus chaude. Dès qu'il y a un peu d'ensoleillement, les animaux peuvent venir se poser dessus ou se mettre dessous pour pouvoir, les lézards en général qui ont besoin des ultraviolets pour pouvoir assimiler le calcium se mettent beaucoup à la surface et les serpents par exemple qui en ont moins besoin peuvent se chauffer par en dessous. Donc tout ça, ça mérite d'être entretenu quand même, pour pouvoir que ça ne soit pas refermé et que l'abri
puisse être efficace à tout moment. Donc là déjà il a commencé à être recouvert par des végétaux. Ce serait bien qu'on donc moi c'est pour ça que je leur ai demandé de faire aussi bien celui qui a été fait là-bas que celui-là, qui ait des nettoyages autour. L'opération de nettoyage. Oui, qu'on a un nettoyage autour, de façon à ce que le soleil puisse aller à des températures différentes. Ok. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà enlever tous les végétaux qui nous emmerdent. Je vous laisse travailler parce que c'est une côte de côté. Avec tout ce qu'on a à faire un abri, même avec un abri profond corporel, on réussira à le faire. Qu'avec les matériaux du bord. On refera, je pense, des plages à sable extérieures pour pouvoir... Non, laisse-le. Pour les arts, et puis qu'il y a une couleuvre qui vient pour la bouffer, eh bien bon, ça arrivera tout le temps. Mais si elle a une chance de se barrer par un autre trou, c'est mieux que... Là, on va dégager un peu plus là et puis faire un autre, avec une autre grosse pierre là, avec un autre passage. Là, il y a peut-être un peu plus. Donne-moi tes grosses là pour démarrer. Une grosse plaque là. Celle-là est mieux là. Et puis si on construit avec d'autres pierres tout autour, mais essayer de trouver des grosses pour l'instant. Et puis toujours respecter les abris, les passages qu'on a fait. On va mettre la douce propre pour la mettre derrière là. Tu peux pas. Vous pouvez la monter là. Là, devant. On va enlever celle-là pour l'instant. On va la mettre là. Il peut même y avoir des amphibiens, des insectes, des rongeurs qui viennent. Pour les petits cailloux, on peut mettre dessus comme ça. On peut en mettre même là, à l'arrière, là où tu as tes pieds, là on peut mettre un tas de petits cailloux. Putain, j'en ai plus de moustiques sur moi encore avant que je me fasse. C'est bon. Jean-Marie, tu sais rattraper deux cailloux en même temps. Allez, Jean-Marie, il est chaud. Donc c'est eux qui vont vous expliquer pourquoi on a fait cet abri et comment on l'a fait. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon alors on a construit, on a amélioré un abri à reptiles. Alors l'objectif c'était de augmenter la population du lézard osselé principalement, mais pas que lui, donc les autres lézards aussi, et puis la couleuvre de Montpellier et les autres couleuvres. Pour cela, bah, on a tout débroussaillé.
on a enlevé toutes les pierres qu'il y avait initialement, sauf qu'elles étaient mélangées avec de la terre, donc du coup bah, il n'y avait aucun passage entre les pierres pour les reptiles. Donc on a enlevé toute la terre, pareil. On a fait un grand truc plat. Après on a creusé une zone de profondeur. On a creusé une petite zone de profondeur à peu près comme ça, et où on a mis des gros cailloux qui feront l'enceinte de la zone de profondeur, avec plusieurs entrées, comme ça les reptiles pourront venir comme sortir. Alors on a fait cette zone de profondeur parce que pendant l'été où il fait très chaud, la zone de profondeur elle est sous les cailloux et elle est un peu plus sous la terre, donc du coup ça fait une zone de fraîcheur. Et l'hiver ça permettra que cette zone bah, elle gèlera pas. Du coup ils pourront s'y mettre. Là ça restera comme ça. Hein. Oui. D'accord. Non, je dis ça parce que c'est un terrain de jeu pour les agneaux au printemps. Oui, mais c'est solide. Les reptiles, ils y montent, ils y jouent, c'est un terrain de jeu quoi pour eux. C'est pas grave, quand les agneaux sont là, les oui, reptiles voilà. vont se mettre à l'intérieur. Quand les agneaux seront partis, ils sortiront. Quand tu dis que les reptiles sont ectothermes. Et du coup, parce que les reptiles ils sont ectothermes et... Ça, le film ne va pas être beau. Ah ouais, pardon. Ectotherme et endotherme. Nous, on est endotherme. Nous, on est endotherme, on a le sang chaud, et les reptiles ont le sang froid, et c'est ectotherme. Du coup, ils ont besoin de la chaleur pour digérer, parce que pour se thermoréguler, parce qu'ils digèrent entre 25 et 30 degrés. Ça. Oui. Et ils ont besoin du soleil direct sur leur caille, parce que ils ont besoin des UV du soleil pour produire du calcium, de la vitamine D3. Je suis bon. Du coup après on a remballé avec les cailloux tout en laissant différents trous pour qu'ils puissent vite se mettre à l'abri s'il y a un prédateur qui s'approche trop près. Donc s'ils sont en train de bronzer ici, ils pourront vite se mettre à l'abri avec nous, à bronzer. Voilà, et on a mis des zones à plat. On a mis des zones à plat. Parce que du coup le soleil il se lève par là, et donc il va taper directement sur ces zones où les reptiles pourront se mettre pour capter la chaleur, et le monsieur qui nous a aidé va mettre des ardoises parce que les ardoises elles captent vite la chaleur et elles gardent la chaleur plus que les autres pierres. J'ai plus rien à rajouter. Bon, on y va ou... Oui. On est bouffé là. On est bouffé par les moustiques. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi on est là et pourquoi ces parcelles, dans quel cadre c'est fait. Donc BRL a dû, dans le cadre du gros projet dont peut-être vous avez dû entendre parler à Quadomicia, devait réaliser une sécurisation de la station d'eau potable qui se trouve un petit peu plus loin. Je ne sais pas si quand vous êtes arrivé, vous avez vu, il y a un bâtiment qui se trouve un petit peu plus loin. C'est une station d'eau potable qui permet d'alimenter en eau potable des communes du littoral, Audois et un peu Hérolté. Et donc l'eau arrive, la ressource elle se trouve sur les monts d'Orbe, donc au-dessus de Cessenon pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est la retenue du barrage des Monts d'Orbe qui est propriété région et gérée dans le cadre d'une concession par BRL. Et donc la ressource ensuite part par des conduites, et ces conduites arrivent jusqu'à Plège-la-Bade. Et ce qu'il était nécessaire de faire, c'était de sécuriser. Alors comment on a sécurisé? Ce qu'on a doublé, on a mis une deuxième conduite, pas à côté mais presque,
pour pouvoir sécuriser. Parce qu'en été, quand on a une casse, il faut intervenir. Si c'est au 15 août, on a à peine une journée pour intervenir parce qu'il y a une telle demande en eau l'été, une telle pression sur les communes du littoral qu'on n'a pas le temps d'intervention. Donc chaque fois, c'est une galère pas possible pour faire des interventions. Donc on a décidé de mettre une deuxième conduite, ce qui fait que quand il y en a une qui est en panne, et ben, c'est l'autre qui prend le relais. Donc ces deux conduites sont en eau, et donc sont en eau maintenant. Les travaux ont été réalisés entre 2014 et 2015 et se sont terminés en tout début 2016. Alors la conduite traversait deux sites classés, puisqu'elle part de Nissan, du nord de Nissan, et donc elle arrive jusqu'à Fleury, jusqu'ici. Et donc cette conduite, elle traversait deux sites classés. Le site classé des collines d'Anserunes et le site classé de la Clappe. Et on n'avait pas le choix, parce qu'on connaissait le point A, le point de départ, qui est la conduite où on devait se connecter, et le point d'arrivée qui est la station, qui était la station. Donc de toute façon, on n'avait pas le choix, on était obligé de passer par là et de traverser les sites classés. Donc la réglementation prévoit que des inventaires doivent être faits et une analyse des impacts doit être réalisée pour pouvoir regarder si les travaux qui vont être réalisés impactent le milieu ou pas. Et donc là, il est ressorti effectivement un certain nombre d'impacts qu'on a essayé de limiter le plus possible. Alors comment on les a limités? En réduisant les emprises. Au lieu de prendre 19 mètres, on a pris dans certains cas, on a pris 10 mètres. On a essayé de couper le moins d'arbres possible. Bon, enfin, on a essayé de faire tous les évitements possibles. Et dans les évitements ou les réductions, puisque je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette réglementation, la réglementation ERC, c'est-à-dire éviter, réduire et compenser. Cette réglementation, donc tout projet doit procéder de cette manière-là. Dans un premier lieu, il faut éviter, ensuite réduire, et si on peut pas éviter tous les impacts, eh bien il faut compenser. Donc dans les évitements, donc on a évité des zones en jeu quand on était à proximité de cours d'eau ou de fossés où il y a la diane qui avait été identifiée, par exemple qui est un papillon. On a évité cette zone-là. Donc on a fait des évitements et ensuite la réduction consistait à faire un choix de calendrier. Donc le calendrier des travaux était imposé entre le mois d'octobre et le mois de février. Ce qui a nécessité que l'on fasse 2 années. On a fait 3 tronçons de travaux. On a découpé les travaux en 3 tronçons et on les a fait en 2 années pour essayer de mettre le plus d'équipes possible pour que le chantier soit le plus court possible et reste dans la période autorisée. Alors pourquoi cette période? Parce qu'on a évité la période de nidification pour les oiseaux. On a évité, on a enlevé tout ce qui pouvait être potentiellement des gîtes à reptiles, ce que vous avez vu, donc quand on traversait des murets, quand on a démonté ces murets en dehors de la période de léthargie de ces animaux-là. Et donc voilà, donc ça c'est tous les évitements évitements et réductions qu'on a été amenés à faire avant et pendant le chantier. Et ensuite, donc comme de toute façon on a malgré ce impacté, on a eu des mesures compensatoires à mettre en place. Donc sur une durée de 20 ans, donc on a 2 sites sur lesquels, 2 types de milieux sur lesquels on a des mesures compensatoires, des pelouses sèches, donc ce que vous avez là à côté de vous, et une zone humide qui se trouve en bas de la Clappe, puisqu'on a impacté aussi des espèces de zones humides. Donc ces mesures compensatoires, hein, donc on a déposé un dossier au service de l'État qui s'appelle un dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Et ce dossier a fait l'objet d'un avis du CNPN. Alors le CNPN, chaque fois je me perds. Conseil national de protection de la nature. Voilà, merci. Et donc derrière cet avis, on a eu donc un avis favorable, et derrière cet avis, on a eu un arrêté préfectoral, donc nous demandant donc d'exécuter ces mesures compensatoires. Et donc on a 20 hectares
pelouse sèche à maintenir ouvert et en gros 5 hectares de zone humide. Et donc ce que l'on a décidé, pour pouvoir, ça dure 20 ans, hein, cette mesure compensatoire, BRL doit les assumer pendant 20 ans. Et donc on a décidé de confier la gestion de ces mesures à la Fédération Hauts-de-Clair. Voilà, et donc et en parallèle de ça, pendant toute la période avant travaux et pendant travaux, parce que ça a duré jusqu'à pas longtemps, nous avons essayé d'aider les collectivités à avoir un berger, un berger qui est une bergère en fait, je ne sais pas où elle est partie, mais elle est partie voir sa clôture. Il y a le goût donc une bergère que vous avez aperçue tout à l'heure. Donc ça a été un peu compliqué parce que installer une bergère sur un site classé c'est compliqué. La réglementation est très sévère, on n'a pas le droit de mettre une bergerie, un bâtiment nouveau sur un site classé. Il faudrait pouvoir utiliser des vieux bâtiments, il faudrait avoir l'eau, l'électricité, c'est impossible quoi. Donc voilà. Donc il a fallu trouver des solutions, on a aidé, on a fait des animations pour essayer d'avoir des parcelles complémentaires qui soient mieux pour le pâturage, parce que celles-là, elles sont pas faciles pour le pâturage quand même. Et voilà, donc du coup, toutes ces actions vont donc durer 20 ans. On a commencé par faire du girobroyage, donc de la restauration, hein, puisque évidemment, si vous avez pu voir comment c'était autour, et ben c'était comme ça avant, hein, voilà. Donc on a commencé à faire de la restauration, par girobroyage. On a recommencé une seconde fois. Et normalement, il est encore prévu quelques girobroyages intermédiaires. Et puis du pâturage toutes les années, par une convention que BRL a passée avec Bérengère pour faire de l'entretien toutes les années de ces parcelles-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Si vous avez des questions. Peut-être leur présenter la structure BRL, les missions de la structure. Alors BRL anciennement s'appelait Compagnie nationale du Baron de Languedoc. Donc Baron de Languedoc, pourquoi? Parce que c'est une société d'économie mixte, une société d'aménagement régional. Alors en France on en a eu 5. Ce sont des sociétés qui ont été créées par l'État et à qui on a confié des concessions pour faire de l'aménagement du territoire et en particulier en matière de ressources en eau. Donc la toute première ressource en eau que l'on a eue sur le territoire, c'est la ressource Rhône. Et on a commencé donc par faire un prélèvement sur le Rhône, à Fourques dans le Gard. Et ce prélèvement, il y a une station, au bout de ce chenal de prélèvement, on a une station de pompage, une grosse station de pompage, hein, puisqu'elle permet d'alimenter tout le canal. Et on a construit un canal qui va jusqu'aux portes de Montpellier et qui permet d'irriguer une centaine, combien? 100 000? Beaucoup. Voilà, 100 000 hectares à peu près sur l'Hérault et le Gard. Et donc les missions de BRL, donc aménagement du territoire, donc gestion de la ressource en eau, on gère 2 barrages, le barrage des Monts d'Orbe, le barrage de la Ganguise, des réseaux donc d'irrigation, de l'eau potable. Au sein de BRL, il y a plusieurs métiers. Donc la maison mère qui assure tout le volet aménagement du territoire. C'est là où se trouve la concession du réseau hydraulique régional. Donc tout ça est maintenant propriété de la région. Donc la maison mère, et ensuite il y a 3 filiales. La filiale BRL Ingénierie qui fait tout ce qui est bureau d'études, toutes les études en matière d'environnement, en matière d'hydraulique. On a une filiale qui s'appelle BRL Exploitation, c'est elle qui exploite tous les réseaux, qui fait l'entretien de tous les réseaux et l'exploitation de tous les réseaux et de tous les barrages. Et ensuite on a une autre filiale qui s'appelle BRL Espace Naturel,
comme son nom l'indique, aménage des espaces naturels. Ben, c'est eux qui nous ont posé la clôture, là par exemple. C'est eux qui ont fait le girobroyage. Et qui font donc d'aménagement d'espaces verts. Il y a une pépinière, une très grosse pépinière, je pense que c'est la plus grosse du Languedoc aussi. Et donc voilà, donc ils font des aménagements paysagers d'espaces urbains. Ils font de plus en plus des actions en termes de mesures compensatoires, hein, puisqu'effectivement tout ce qui est défavorabilisation, c'est-à-dire rendre défavorable un milieu pour qu'aucune espèce vienne y construire son gîte. Voilà, je ne sais pas si j'en ai assez dit. Vous avez d'autres questions? J'en ai une. Comment s'est fait le choix du partenariat avec Eau de Claire? Alors, comment s'est fait le choix du partenariat avec Eau de Claire? C'est une bonne question. Tout à fait par hasard. Parce que c'est la meilleure structure. Exactement. C'est exactement. Avec les meilleurs spécialistes. En fait, j'étais donc comme c'est moi qui étais en charge de l'ensemble du projet, y compris de la recherche des parcelles et de l'aide à l'installation, toutes les démarches qu'on a pu faire pour essayer d'aider Bérengère. Donc on cherchait, effectivement, on avait bien conscience qu'on ne pouvait pas gérer ça nous tout seuls, et on a essayé de gérer, de trouver un gestionnaire. Alors ça n'a pas été facile, et toutes les personnes que toutes les structures que j'ai rencontrées, ben, elles n'étaient pas tellement passionnées, quoi. Et elles n'ont vraiment pas montré leur envie, quoi, de faire, de gérer, voilà. Et alors que quand j'ai rencontré Bruno et que je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Vous connaissez l'histoire de l'élastique, que vous tenez quelqu'un comme ça. Et à un moment donné, je lui disais, bon, il faut que la convention soit passée au conseil d'administration. Et quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Voilà. Donc l'envie de faire a été vraiment déterminante. Et ensuite, c'est un vrai partenariat, puisqu'en contrepartie, la Fédération Eau de Claire a décidé de faire de la sensibilisation au jeune public. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Et pour nous, ça nous semble vraiment indispensable de pouvoir aussi, parce que ça passe par vous, hein, l'évolution, les changements des mentalités, ça passe par vous. Et donc il y a toutes des actions bénévoles et des actions citoyennes qui nous ont paru vraiment très intéressantes et qui ont vraiment justifié ce partenariat. Voilà. Merci. Oui. C'est vrai que nous, on avait, il y a quelques années maintenant, je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'années, on a changé nos statuts au sein de la fédération, parce qu'au départ, on était très orienté gestion de tout ce qui était cours d'eau, milieu humide, espèces aquatiques, etc. Et on a modifié nos statuts il y a une dizaine d'années pour aller beaucoup plus sur une gestion globale de tout ce qui est habitable ou espèces, aussi bien de faune que de flore. Et donc en modifiant ces statuts, en fait, on s'était ouvert une porte en disant qu'on était prêt, dans les statuts, à gérer des espaces naturels. Donc ça changeait quand même pas mal, parce que ça voulait dire que potentiellement, on pouvait être soit propriétaire, soit délégué pour aller gérer des parcelles dans des endroits physiques comme ici. Et donc, du coup, ça faisait un petit moment que tous, là, au niveau des salariés, on trépignait un peu, parce qu'on n'avait aucune parcelle en gestion. Et on se disait, bon, ça serait bien quand même d'avoir des parcelles où on puisse tester des choses, on puisse faire des choses, et qu'on voit vraiment qu'on ait un temps assez long pour avoir du suivi. Donc devenir propriétaire pour une association, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir le faire. Et là, quand il y a eu cette opportunité d'avoir une quarantaine d'hectares de garrigues en gestion, plus une zone humide, bah, c'est vrai que pour nous, c'était une grande opportunité. A priori, même si je ne vais pas aller plus loin, mais ça ne sera pas la dernière parcelle qu'on aura en gestion, on en a d'autres à venir très certainement, et pour nous c'est très très important, parce que c'est vrai que ça peut nous permettre, bon moi je suis quelque part aussi, après bien d'autres espèces, mais je suis quand même un petit peu passionné de reptiles, le fait d'avoir des parcelles où on a la présence du lézard ocellé,
de pouvoir faire des mesures pour ce lézard, c'est quand même pour moi très très intéressant et je pense que pour un certain nombre d'administrateurs de la fédération aussi, quoi. Et c'est vrai qu'après, un de nos grands objectifs au niveau de la fédération, c'est l'éducation à l'environnement. Il y a pratiquement 2 salariés qui travaillent à temps plein là-dessus, auprès des publics scolaires, principalement des primaires. Et donc vous avez vu, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, vous avez vu Aurélie, donc il y a Karine aussi qui travaille là-dessus. Et c'est vrai que pour nous, de faire de la sensibilisation, c'est quand même quelque chose de primordial. On le fait beaucoup avec les scolaires, on le fait aussi de plus en plus avec les adultes, que ce soit sous forme de conférences, de sorties, voire d'autres activités. Et donc pour nous, c'est quand même très très important de pouvoir aussi développer localement toutes ces activités-là. Après, je ne vous cacherai pas aussi qu'on a par le passé été bien souvent centré sur la haute vallée de l'Aude. On était vraiment sur l'ouest du département. Là, on avait l'opportunité aussi pour nous de venir sur l'est du département, sur des secteurs où on n'était pas beaucoup et en fait, on se rend compte que si certaines sciences naturalistes sont très très bien couvertes sur le littoral, je pense notamment aux oiseaux, par contre sur d'autres groupes, c'est beaucoup moins couvert, quoi. Et on a des lacunes et là c'est vrai que pour nous c'est important de pouvoir combler toutes ces lacunes qu'on pouvait avoir. Là en plus cette année on a eu l'opportunité de voir arriver Xavier, qui est je ne sais pas où, qui doit être là-bas. Donc il y a d'énormes compétences sur pas mal de sciences différentes du naturalisme et c'est vrai que tout ça pour nous c'est quand même très très important. Il y avait une question. Ça fait 2-3% à peu près. Entre 2 et 3. 2-3% du montant de l'investissement. Ouais. Alors ce que je ne vous cacherai pas aussi, parce que moi j'ai toujours mon franc-parler, c'est qu'en fait souvent ces mesures compensatoires, alors déjà pour nous le principe c'est déjà très très important de s'assurer à partir du moment où on va sur un dossier de mesures compensatoires, de bien s'assurer que toute la partie évitement, la partie réduction ait bien été réalisée. Parce que ça serait trop facile, on voit souvent malheureusement certains aménageurs qui vont tout de suite sur la mesure compensatoire. Alors qu'en fait la loi elle dit bien qu'il faut à tout prix éviter d'abord, réduire ensuite si vraiment, et puis in fine si vraiment il n'y a rien d'autre de possible, d'aller sur la mesure compensatoire. Donc ça pour nous c'est très important sur un dossier qu'on a bien le sentiment que tout a bien été respecté. Là c'est le cas, donc là-dessus ça ne nous pose pas de problème. Et puis après, le souci qu'on a souvent, c'est que quand on voit le dossier qui a été fait, alors souvent ça a été fait par un bureau d'études, et c'est vrai qu'on est obligé de reprendre là. Vous verrez ce qu'a fait Daniel avec le groupe avec qui il était tout à l'heure. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai débarqué ici, je l'ai dit aussi franchement que je vous parle à Nathalie, quand j'ai vu les abris à reptiles, je lui ai dit mais ça c'est quoi, ça sert absolument à rien ce truc là. Ils ont fait un tas de cailloux, ils ont mis de la terre par-dessus, le premier orage, toute la terre dans les cailloux, et voilà, et ça c'est plus du tout un abri à reptiles quoi. Et souvent dans les dossiers, on voit ça quoi, on voit des trucs qui riment à rien quoi. Et le gros problème c'est qu'on fait à des maîtres d'ouvrage ou à des collectivités, on fait dépenser de l'argent, et alors qu'en fait on fait quelque chose qui sert à rien quoi. Et donc si on veut vraiment que le message y passe auprès de certains aménageurs, autant essayer d'expliquer au maximum ce qu'il faut faire ou pas faire. Nous à ce sujet au niveau des abris à reptiles, vous l'avez sur notre site internet, on a fait une notice pour essayer de conseiller les aménageurs en disant voilà comment on fait un abri à reptiles. C'est comme ça, c'est Daniel Guérino là qui l'a fait. C'est très important que ça soit respecté, que les services de l'État n'hésitent pas à faire passer ce document aux aménageurs pour qu'on fasse des choses correctement et non pas de gaspiller de l'argent de la collectivité par les fenêtres. Parce que du coup, les abris reptiles, ce dos abri reptiles qui a été mis en place, c'est une recommandation du bureau d'études qui a fait l'étude d'impact. Oui. Et là, sur le dernier dossier que j'ai eu en main, de mesures compensatoires, c'est même pire encore parce que là, ils font simplement un tas de terre et ils disposent quelques cailloux par-dessus, mais ça sert absolument à rien. C'est vraiment de dépenser de l'argent. Mais c'est vraiment une réelle difficulté. Aujourd'hui, alors cette réglementation, elle a vraiment pris de l'ampleur à partir des années 2009-2010. Même si c'est une réglementation qui est bien plus ancienne, mais en fait, elle a été mise en application d'une manière assez stricte par les services de l'État à partir de 2009-2010. Les bureaux d'études, il y en a plein qui se sont engouffrés dans
dans cette activité-là, avec effectivement absolument aucune connaissance de la réalité de terrain. Donc ils ont fait des études comme ça, et on se rend compte aujourd'hui que la plupart souvent les mesures qu'ils proposent ne sont pas applicables telles que. Voilà. Et maintenant qu'on commence, nous, alors là aussi il y a une éducation des maîtres d'ouvrage, hein, inévitablement, nous aussi il a fallu qu'on passe, moi je ne savais pas, hein, jusqu'à présent on savait faire des travaux, mais on n'avait pas cette sensibilité ou cette préoccupation telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, puisque maintenant BRL ne fait plus les travaux comme avant, quoi. Systématiquement on fait un pré-diagnostic, on cherche le tracé de moindre impact et on essaye de rester au R et de ne pas basculer au C. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire le éviter et le réduire, hein, et pas aller jusqu'à la compensation. Un, parce que c'est important, et deux, parce qu'en termes de gestion, c'est pas notre métier et c'est compliqué, et voilà. Donc du coup aujourd'hui, comme on est quand même nous les maîtres d'ouvrage, un peu plus éduqués au sujet de l'environnement, on a quand même un œil, on commence à avoir un œil un peu plus critique sur les mesures, mais on en laisse passer encore plein. Et je pense que dans les années à venir, comme maintenant on a toute la flopée des dossiers qui ont été soumis à mesures compensatoires là, sur les 5 ans, maintenant ils passent tous en application de mesures compensatoires. Donc tout ça va progresser, tout le monde va progresser, les entreprises vont progresser. Enfin, bon, moi j'ai toujours tendance à penser que le système peut être vertueux, mais enfin, en tout cas je l'espère. Et voilà, donc du coup c'est vrai que la grosse difficulté que les entreprises ont connue, ça a été d'avoir des bureaux d'études qui savaient de quoi ils parlaient, et d'avoir, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, là, pour rebondir sur ce que vous faites aujourd'hui, c'est que si un jour vous allez dans un bureau d'études pour travailler dans un bureau d'études en matière d'environnement, eh bien vous saurez comment faire un abri à reptiles, parce que vous l'avez vu, parce que vous l'avez pratiqué. Alors que là, jusqu'à présent, peut-être que tous les bureaux d'études depuis, ils avaient fait ça au niveau scolaire, ils avaient pris de la documentation ou de la bibliographie, et ils n'étaient pas allés forcément jusque-là. Donc tout le travail que vous faites là aujourd'hui, eh ben, il est important, quoi, pour votre suite, pour la compréhension, pour vous dire, quand vous vous présenterez vis-à-vis d'un patron, c'est très important. Donc il faut vraiment qu'au niveau des mesures compensatoires, il faut vraiment qu'on s'appuie sur des données naturalistes qui soient fiables. Parce que malheureusement, en fait, il y a encore beaucoup de données qui ne sont pas forcément fiables. Bon, nous, au niveau associatif, on essaye de plus en plus de se structurer. Oula, mais calmez-vous là-bas. Merci. Oh, 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 oh. Merci. Donc je disais, ouais, on a l'exemple flagrant, Xavier s'est un peu arraché les cheveux là-dessus. On a l'exemple flagrant là, du département de l'Aude qui a été fait donc une route autour de Narbonne, et qui donc a eu comme mesure compensatoire à faire des mesures sur le campagnol amphibie. Le campagnol amphibie, on le connaît beaucoup par rapport à Notre-Dame-des-Landes, hein, puisque c'est lui qui est à l'origine quand même de pas mal de soucis au niveau de ce projet d'aéroport. Et donc en fait le campagnol amphibie, la donnée sur laquelle le bureau d'études s'est appuyé, elle est complètement, a priori, elle est pas du tout valable, quoi. Il y avait une donnée qu'ils ont trouvée en bibliographie, ils se sont appuyés là-dessus. Donc il faut que le département fasse des mesures sur une espèce dont on ne sait même pas si elle est présente localement. Donc on en arrive à des aberrations où en fait on fait dépenser des sommes assez importantes à la collectivité sur une espèce dont on ne sait pas forcément si elle est présente, et en fait quelque part c'est contre-productif par rapport à nous, associations de protection de la nature, puisqu'en fait les aménageurs du Coural, on entend récemment encore certains élus qui pestent contre, parce qu'on fait des trucs, parce qu'il y a une libellule ou parce qu'il y a un truc comme ça qui les entre parenthèses, hein, qui les emmerde, et en fait c'est contre-productif. Oui, donc c'est là où en fait nous, notre rôle en tant qu'association, c'est pas de jouer dans les extrémistes, hein, c'est pas des intégristes, mais c'est bien aussi d'être quelque part conseil aux aménageurs pour leur dire, attendez, est-ce que ça vaut vraiment le coup, et même au service de l'État, hein, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire quelque chose sur une espèce dont on ne sait pas si elle est présente, quoi. C'est toutes les limites de la réglementation. Quand sur un autre projet où j'accompagne un maître d'ouvrage, un syndicat, ils avaient des travaux sur des canaux de la basse plaine de l'Aude. Et donc dans les mesures que devait faire avant les travaux, le maître d'ouvrage, c'était donc le terme barbare que je vais employer, c'est-à-dire la défavorabilisation.
c'est-à-dire rendre défavorable l'emprise de travaux pour enlever tous les murets, tout ce qui peut être potentiellement un gîte pour une espèce. On s'est baladé sur l'ensemble du canal en question. C'était une mesure que le bureau d'études nous avait prescrit au maître d'ouvrage. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas un seul muret, il n'y avait pas un seul abri, il n'y avait rien. Voilà. Et ça, c'est une journée de travail, c'est de je ne sais combien de personnes. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faut pas que ce soit impactant, hein, parce qu'effectivement les travaux ne doivent pas être impactants. Mais effectivement, il faut qu'ils restent crédibles, il faut que les actions restent crédibles, parce que si elles ne sont pas crédibles, effectivement, ça finit par être contre-productif. Et les maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas vous jouer le jeu disent vous voyez bien que ça ne sert à rien. Voilà. Pour l'anecdote, hier encore, hein, je lisais un document qui est le projet de charte du parc naturel régional Corbière-Fenouillède. Et donc une espèce phare qui était citée, tu vas rire Daniel, ça s'appelle la cordulie splendide de Godard. Et je vois entre parenthèses marqué après papillon. Alors sachez que la cordulie splendide c'est une libellule, c'est une odonate, et le Godard c'est le damier de Godard. Il manquait juste une virgule avec marqué aussi damier de Godard. Ça c'est un papillon. Mais voilà, donc on avait mélangé deux espèces de deux ordres complètement différents, et dans un document officiel qui normalement doit aboutir à un projet de parc la relecture elle a été... Donc quand je lis ça, moi ça me fait... Avec Xavier hier on était complètement écroulés de rire. Voilà. Et ça, c'est un document complètement officiel. Donc qui doit être validé par le CNCS. Avez-vous d'autres questions? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau, je mesure qu'on passe à toi, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui interviennent que Wegner? D'autres acteurs qui interviennent? S'il y a des... Là, quand il y a eu les entreprises de travaux, c'est-à-dire celle qui a fait la restauration, donc c'était BRL Espace Naturel. C'est un service interne. Voilà, enfin, service interne, oui. C'est... Oui, il ne faut pas qu'il morde. Elle arrive. Après, nous, on a, par rapport au suivi, c'est un volet aussi important, hein, il y a les aménagements qui sont réalisés et suivis, mais après, il y a tous les suivis des différents groupes, que ce soit au niveau flore, que ce soit au niveau faune. Nous, on a fait appel sur ce dossier-là, la première année à l'OPI, pour la partie entomo, et notamment c'est les suivis d'orthoptères, hein, tout ce qui est criquet. Il y a beaucoup de suivis orthoptères parce qu'on sait que c'est un groupe qui réagit très très vite. Donc le fait de suivre ces espèces-là, ça nous donne une bonne photographie de l'évolution du milieu. Donc l'année dernière, on avait fait faire les suivis orthoptères par l'OPI. Donc là, cette année, vu qu'avec Xavier, on a récupéré les compétences, donc c'est nous qui le faisons en interne. Mais on a quand même laissé la partie suivi à l'iPhone à la LPO. Parce qu'en fait, on travaille assez étroitement avec la LPO, donc c'était un peu logique dans leur secteur de faire appel à eux. Alors donc Clément qui nous place ça, chargé de mission Flore Habitat à la Fédération de Flers. Voilà, depuis quelques années. Alors, ici, donc on a deux types de suivi. En fait, on est en train de regarder comment la nature reprend ses droits sur la partie conduite, donc vraiment la zone de travaux. Donc il y a une conduite qui monte, la petite route qu'on a prise là pour venir jusqu'ici. Donc là, il y a un bout de conduite ici. Et il y a un bout de conduite donc, qui part des collines de Nissan là-bas, donc collines qui descendent à la plaine et qui remontent sur les collines de la Clappe. Donc là, on fait des relevés là-dessus, donc il y a des relevés orthoptères que le collègue pourra vous présenter et des relevés aussi végétation. Donc là, pour le coup, on est en train de voir comment les espèces sur une zone qui a été quand même complètement remuée arrivent à regagner facilement ou non ces espaces-là. Donc ce qui a été intéressant, bon, du coup, je suis désolée, je n'ai pas tout écouté, donc je ne sais pas si ça a été dit. Mais quand il y a les tranchées qui sont faites, on essaie de garder un peu le classement du sol sur le côté. On ne baigne pas tout comme ça n'importe comment dans le camtar et puis hop on reverse dans la tranchée. Non, on prend
la terre qui était dans le fond, on la garde d'un côté, on remet dans le fond de la tranchée, et la terre de surface, on la garde aussi en surface, pour qu'il y ait vraiment tout ce qui soit bande de graines qui puisse repartir assez facilement. Donc finalement sur les zones de tranchée, là quand on voit les photos un an après, il y a de la végétation qui repart tout de suite après. C'est pas encore une végétation toute belle de pelouse, garrigue, on sent que ça a été un peu perturbé, mais il y a quand même de la végétation qui repart assez rapidement. Donc nous on va regarder ça, si justement la végétation revient bien et quel type de végétation qui revient. Parce que si on se retrouve avec de la végétation caractéristique seulement de zones perturbées, c'est pas hyper intéressant. L'objectif c'est vraiment de revenir à une zone de pelouse et de garrigue assez sauvage. Donc sur les longueurs, bon, on n'a pas du tout les mêmes longueurs, hein, mais bon, dans l'étude c'était proposé 10 à 15 relevés, donc on s'est contenté de ça. Et on fait des relevés phytosociaux. Donc là, vous ne l'avez peut-être pas encore vu cette année, vous le verrez à un moment donc avec Monsieur Rapez, hein, ce qui est un relevé phytosociaux. Donc phytosociologique, c'est en fait regarder les relations entre les plantes. Parce que c'est très bien de se dire, tiens, il y a du chêne kermès, tiens, il y a du brachypode rameux, mais normalement, sur des conditions stationnelles données, donc profondeur de sol, climat, pente, voilà, tout ça, vous allez avoir un cortège floristique adapté à la situation, aux conditions stationnelles. Donc nous, c'est ça qu'on va regarder. Et le relevé phytosociaux nous permet de faire ça. Donc ce qui avait été fait la première année donc, par un bureau d'études, c'était des relevés phytosociaux de 1 mètre carré. Donc, vous voyez, 1 mètre carré, c'est pas très grand. Et donc tout le long de la conduite, donc ils n'avaient fait que cette conduite-là, pas l'autre. On avait des relevés donc, de 1 mètre carré et c'était pointé au GPS. Donc c'est bien, la technologie, tout ça c'est extraordinaire. Sauf qu'un GPS, vous avez à peu près 5 mètres de précision quand tout va bien. Si le temps est un peu merdique, bon ça peut être 10, voilà, c'est pas hyper précis. Donc vous arrivez avec votre GPS et vous dites ah bah c'est bon je suis là. Heureusement les gens avaient fait la photo avant, donc vous essayez de regarder un peu la gueule que ça a. Et puis tu dis bah en fait je sais pas où poser mon carré d'1 mètre carré. Parce que si tu te décales de 10 cm, bah ton relevé peut changer complètement, comme on note le pourcentage des espèces, bah entre 70 ou 80-90, bah, ça peut tout changer. Donc on s'est dit que cette méthode-là, c'était pas voilà, celle que nous on aurait utilisée. Donc pour le coup, on est passé sur des surfaces plus grandes. Donc ça, vous allez entendre parler de l'air minimal. Donc c'est normalement quand on commence à relever, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est bon, parfait. Donc 1 mètre carré pour une zone de pelouse et garrigue, c'est absolument pas suffisant. Donc là, on a proposé, ça fait 2 mètres de rayon, normalement la placette qu'on a proposée. Et pour le coup, on le matérialise sur le terrain. Donc on fait un relevé GPS, c'est très bien, parce qu'on ne sait jamais si on ne retrouve pas. Mais on fait forcément... On plante un truc, sinon on ne va jamais le retrouver. Donc là, on a acheté des bornes de géomètre, donc c'est plus facile que ce que vous avez fait là, parce que c'est sur la zone de tranchée. Donc ça a été remué un peu dans tous les sens. Donc pour rentrer la borne de géomètre, ça s'est fait assez facilement. Donc voilà, on rentre les bornes, on pointe au GPS, et là on peut faire le relevé donc sur 2 mètres de rayon. Où on note toutes les espèces et on note les recouvrements, donc on fait des classes d'abondance-dominance. On note les recouvrements de toutes les espèces, donc aussi bien herbacées qu'arbustifs. Bon là, arboré, on n'avait pas. Tout ce qui est mousse, lichen, on peut le noter, mais voilà, moi j'ai pas les compétences pour déterminer, hein, donc je ne vais pas plus loin que ça. Et une fois qu'on a tous relevés, ben, on regarde un peu ce que nous disent chaque espèce. On sait que tiens, telle espèce c'est vraiment un indicateur de milieu très remué. Ça pourrait être un indicateur de milieu très eutrophisé. Enfin voilà, on regarde un peu l'ensemble, on essaye de lisser ça en disant si 75% des espèces sont quand même des espèces de pelouse et de garrigue, on se dit bon c'est bon, on a gagné quoi. Donc là on l'a fait que l'année dernière, c'était la première année. Là on l'a refait cette année, donc on va saisir les données et on va regarder un peu ce que ça nous raconte. Après globalement c'est vrai que le milieu se remet quand même assez vite. Notamment je pense avec ce côté garder le sol bien classé et ordonné comme on l'a pris quoi. Du coup ça permet quand même à la végétation de repartir très très vite. Alors ça c'est une technique que systématiquement BRL emploie, qui consiste à séparer effectivement la partie superficielle, les 20-30 cm du sol d'un côté, et tout le reste est stocké séparément, et on finit par la partie, ce qui fait que le grenier reste en place, et on le fait systématiquement sur toutes nos poses de conduite. Et effectivement ça... Alors il y a des zones en effet, on voit que c'est perturbé, hein, mais peut-être qu'en 5-10 ans ça va se remettre assez rapidement, alors sinon il aurait fallu attendre 20 ou 30 ans. Ben, on voit cette technique-là bien évidemment quand on a commencé dans les années 60-70, je ne sais pas quand est-ce qu'on a fait, je pense que
Ça doit être 70-80 quand on a dû faire les premiers travaux pour alimenter la station d'eau potable. On voit le travail n'était pas fait de cette manière-là, hein, parce qu'on voit tous les cailloux, on voit encore la trace, quand c'est nettoyé, on peut voir parfaitement la trace de la conduite. Donc à l'époque on ne faisait pas comme ça, mais maintenant ça fait un bon nombre d'années que l'on procède de cette manière-là. Donc là les relevés de végétation sont menés tous les ans, et puis après je ne sais plus si c'est au bout de 3 ans ou 5 ans, on va passer à une échelle donc un pas de temps de 2 ans ou 3 ans. Voilà, on espace progressivement et puis on fait un bilan. Je crois que c'est sur 10 ans. Je crois que les suivis sont sur 10 ans. Donc le maintien les actions sur le milieu, c'est sur 20 ans. Mais les suivis, c'est sur 10 ans. Donc ça, c'est vraiment sur les suivis de la partie de travaux. Après, on fait des suivis sur la zone compensatoire, donc sur cette zone-là, là, sur laquelle vous avez travaillé. Donc là, en se disant, voilà, il y a eu ces travaux d'ouverture du milieu, et normalement, il y a de l'entretien aussi, donc avec le troupeau de l'éleveuse. Et là, on regarde la structure de végétation, donc on ne fait pas les mêmes relevés. On pourrait aussi faire des relevés phytosociaux, hein, on pourrait en inclure certains. Mais là, ce qui était proposé par les gens qui ont fait l'étude, c'était faire des transects de structure de végétation. Donc sur 10 mètres, on fait une bande de 1 mètre de large et puis on note à chaque fois les différentes structures de végétation qu'on peut noter. Donc on peut aller jusqu'à 1,50 m. Là je suis en pleine matte de chêne kermès, à peu près à telle hauteur, tel recouvrement d'herbacées, tel recouvrement de zone rocheuse et compagnie. Et après de 1,50 m à 3,70 m, on passe sur une zone de pelouse très ouverte. Donc voilà, on va noter tout ça. Et c'est pareil, on va faire ce relevé donc à un pas de temps régulier pour voir est-ce que la végétation gagne en hauteur, en recouvrement, est-ce que finalement la strate herbacée arrive à regagner ou pas. On va pouvoir analyser toutes ces choses-là. Donc là par contre, sur une zone comme ça, c'est un peu plus difficile de planter des bornes de géomètres. Donc pour le coup, ça a été un peu nettoyé, donc on se base sur des chênes verts qui ont été maintenus existants. Donc on prend toujours le point GPS, on prend des photos un peu de l'ensemble pour se retrouver. Je suis désolée, j'insiste, ça paraît un peu logique, mais en fait le nombre de fois où on arrive, pourtant quand on fait les relevés d'un an sur l'autre, on se dit ah merde, je ne reconnais plus, comment je fais? Alors que j'ai pris des photos, le point GPS qui est plus ou moins précis. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, parce que voilà, se décaler d'1 mètre ou deux, le suivi ne sert plus à rien. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, moi je me trouve un chêne vert ou autre, je me dis allez hop, je prends ma direction, nord 10, je suis mis nord degré. Je prends ma direction, je vais jusqu'au chêne vert là-bas et je fais mon transect de 10 mètres sur 1 et je note tous les différentes structures rencontrées. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin pour terminer, j'étais un peu en retard. Et donc ça, on a fait une dizaine de relevés à peu près sur chaque zone. Donc la zone qui a été là débroussaillée et donc une zone que Bérengère utilise un peu après donc sur en zone non touchée par les travaux, en tout cas seulement pâturée. Voilà, sur la partie végétation. Top terre et puis les oiseaux. La bifaune. Donc à chaque fois on essaye de faire, on ne fait pas forcément les mêmes suivis sur les zones de travaux et sur les zones donc mesures compensatoires. Voilà. Et en plus sur la zone après en dessous où on a une partie zone humide, on ne va peut-être pas non plus faire exactement les mêmes suivis. Vous avez la théorie, on va faire de la phytosociaux, on va faire des structures de végétation, mais on l'adapte aussi à chaque type de milieu qu'on a et puis aux contraintes aussi, voilà comment on installe nos zones de... Oui, le permis de construire est valide. Ah, ça y est? Ça y est, j'ai pas eu le temps de vous mais voilà, savoir la on bonne ne me dit nouvelle. pas les bonnes nouvelles. Et on me dit pas, Enfin. moi, les bonnes nouvelles. Pas trop le temps. Ça y est, le permis de construire est validé. Ah, eh ben, alléluia. C'est en commission des sites, les doigts dans le nez. Bon, c'est bon. Alors, en fait, quand je suis arrivée sur le terrain, sur le territoire en 2012, donc deux questions se posaient quand on s'est retrouvé à avoir des mesures compensatoires et de l'entretien annuel. Deux manières de procéder. Soit on prend une entreprise qui fait de l'entretien toutes les années mécanique, soit on essaye d'avoir un berger qui a l'avantage d'être bien plus favorable au titre de la biodiversité, puisqu'un berger, a des moutons, ils sont des crottes, et les crottes ça permet de faire vivre des insectes, et les insectes ça fait venir les oiseaux. Donc voilà, donc si on essaye de se résumer d'une manière... Arrêtez avec le bâton, parce que vous n'allez pas arriver à l'arrêter, et les autres ils comprennent pas le bâton. Donc ce serait gentil, parce qu'elle est complètement pégasse avec les bâtons.
comme tous ces chiens. Non, les miens, ils comprennent pas, quoi. Je leur ai jamais ça. Mais et donc voilà, donc du coup, il fallait décider comment on allait procéder. Donc j'ai pris, alors c'est dommage, elle n'est pas là, mais j'ai pris contact avec la mairie de Fleury et on a essayé on a rencontré Bérengère. Puisqu'on m'avait dit, moi je connais quelqu'un qui cherche à s'installer, donc du coup on a pris contact avec Bérengère. Ouais, je n'étais pas encore installée et ça s'est... Voilà. Loin de là. Ça c'était en 2012. Mais ça a été un peu le précurseur de ma lancée de l'installation. Hein. Voilà, donc du coup la mairie de Fleury a conventionné avec Bérengère. La mairie de Vinassan a conventionné aussi sur ses parcelles publiques. La mairie d'Armissan aussi. Et le conservatoire du littoral aussi. Et des propriétaires privés sur des propriétaires privés. Et BRL a aidé la commune de Fleury à faire une animation sur le ruisseau du Bouquet, c'est-à-dire toutes les parcelles qui sont en bord de ruisseau, donc en plaine, là, qui sont très favorables pour le pâturage. On a fait une animation puisque l'association pastorale existait. Et c'était pas une association pastorale, si, c'est ça Non, une association foncière agricole. Foncière agricole, voilà. Une association foncière agricole existait. Et il y avait 23 hectares dans cette association. Et donc elle était en dormance, quoi. Il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus rien. Donc on a redémarré, on a aidé la commune de Fleury à redémarrer l'association, à reconstituer un bureau, à refaire une assemblée, etc. Et du coup, il y a eu une animation complémentaire qui a été faite, et de 23 hectares, ils sont passés à 56. Ouais. Voilà, 56 hectares qui ont été, et l'association a conventionné avec Bérengère. Ce qui fait que Bérengère aujourd'hui dispose d'à peu près 400 hectares de foncier, sur lequel elle a des conventions, et plus le reste, plus des propriétaires privés qu'elle peut. Voilà. Donc ça a permis une installation. Donc je vous ai dit, ça a commencé en 2012. Et donc Bérengère vient de vous dire qu'elle vient tout juste d'avoir son permis pour créer sa bergerie. La bergerie et le logement de fonction. Et le logement de fonction. Donc pour vous dire, comme effectivement, ce fut rapide et facile. Tenace dans la vie quand on veut atteindre des objectifs. Et après justement ça vous montre aussi que le côté mesures compensatoires, après on peut être d'accord, pas d'accord, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas ça permet aussi, en termes d'installation, alors je dis pas que tout a été facile pour Bérengère, mais voilà, en termes d'animation et d'accès au foncier, il y a quand même une technique qui est là, il y a quand même des gens qui peuvent être disponibles, essayer de faire se rencontrer d'autres personnes pour vous débloquer la situation. Il y a aussi donc un apport financier qui n'est pas négligeable et ça peut jouer vraiment sur l'installation de certaines personnes. Enfin, en termes de pastoralisme, c'est quand même important. Souvent on déconnecte un peu les deux, mais on voit bien que sur le terrain c'est pas jouable, quoi. Il faut réfléchir à toute cette animation territoriale en amont et c'est aussi notre boulot après au jour le jour. Ça il faut pas l'oublier, ça peut être quand même par moments facilitateur. Oui. C'est fatigant. C'est énergivore. Mais ça demande... Non mais vous montrez sur YouTube. Donc vous avez agi ici sur un site dont vous allez connaître un petit peu plus tard les raisons pour vous faire. BRL et tout le contexte, on va rencontrer les acteurs. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est mener une petite réflexion sur pourquoi on fait ça, pourquoi cette raison d'action, donc on voulait un petit peu expliquer, essayer de recontextualiser un petit peu le milieu, sur quel milieu on est, quelles essences, quelles espèces, on en a vu déjà 2-3 qui sont patrimoniales et intéressantes. Pourquoi il y a ces abris, déjà, parce qu'il y a une espèce là-dedans qui est ciblée, qui est relativement importante et patrimoniale. Ensuite, essayer de trouver les enjeux qui portent sur ce territoire-là. Les objectifs centrés sur votre chantier, ça c'est la démarche classique. Et ensuite d'essayer de réfléchir à quelles sont les finalités de votre action. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut ne pas marcher? Et surtout, quelles sont les solutions alternatives à ce que vous avez fait aujourd'hui? Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, cette organisation de chantier, vous allez essayer de la critiquer, de l'analyser. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui était négatif?
comment on pourrait le modifier, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme nouvelle technique, comme matériel et comme organisation de votre groupe. Donc vous avez découvert un chantier qu'on n'a pas du tout préparé, c'est volontairement et pédagogiquement qu'on n'a pas préparé ce chantier. Donc vous avez essayé de découvrir un petit peu le fonctionnement, de groupe, le fonctionnement d'équipe, le matériel. Maintenant, à vous de nous faire des propositions d'amélioration de ce chantier, d'amélioration de technique et d'amélioration de matériel. Voilà, donc, on vous a mis un petit peu à l'épreuve sur un chantier qu'on n'a pas abordé du tout, sur les thématiques que vous ne connaissez pas encore forcément. Donc à vous d'essayer de trouver des solutions techniques, pratiques, matérielles sur ce type d'action. N'oubliez pas de parler aussi de la placette. On a mis une placette de 10 par 10 donc sur les deux zones, hein, on a à peu près 100 mètres carrés. Donc là aussi, hein, vous avez vu qu'on a délimité les angles par des points qui sont géolocalisés. Vous réfléchirez à pourquoi. Il est important de géolocaliser ces placettes. Et puis voilà, l'organisation du chantier, c'est ça qui est important. Comment on peut améliorer ce chantier. Donc ça c'est un travail, vous pouvez commencer à réfléchir maintenant avant l'intervention des acteurs. Et puis je vous demanderai pour un petit peu plus tard le compte rendu écrit sur les actions faites, les enjeux, les objectifs et comment on peut améliorer tout ça. Voilà, réfléchissez bien à tout ça. Le compte rendu sera par groupe ou en... Oui, on va répartir dans le groupe par 2-3, je vous mettrai par binôme ou trinôme et puis on verra comment on répartit les parties. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que vous analysiez comment s'est passé ce chantier, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé et comment surtout on peut le modifier. C'est tout l'objectif de cette intervention. C'est bon? Question? Non.